Entre l'Union européenne et le Burkina Faso, c'est plutôt un mariage réussi, a laissé croire le chef de délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. C'est en effet dans cette parfaite vie en commun que l'Union européenne alloue au budget de l'État burkinabé une aide générale permettant de soutenir la stratégie de développement dans notre pays. Cet appui à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté devrait permettre l'amélioration des services sociaux de base. Je peux citer là la santé, l'eau et l'assainissement. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce magazine consacré à la vie de l'Union européenne au Burkina Faso. Vous aurez compris, dans cette émission, nous allons parler de l'eau, de l'assainissement, mais surtout de la santé avec mes invités. Bonsoir, messieurs et dames. Monsieur. Bonsoir. Je présente monsieur Barbé, qui est le chef de coopération. C'est Thierry Barbé, chef de coopération de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Bienvenue. Merci. Et monsieur Dr Alain Dipama, directeur général des études statistiques et sectorielles du ministère de la Santé. Si je me trompe, vous me corrigez. Sylvain Dipama. Sylvestre. Sylvain Dipama. Ouais. Alors, merci de nous rejoindre avec vous. Nous allons parler aujourd'hui de la santé, de la politique évidemment de l'Union européenne et aussi du ministère de la Santé du Burkina Faso. La première question va s'adresser à M. Barbé. Pour planter un peu le décor de cette émission, quelle est la politique de l'Union européenne évidemment en matière de la politique sociale et économique de l'Union européenne? Est-ce qu'on peut déjà présenter? Peut-être juste un tout petit mot en amont, dire que ce qui unit les pays européens, finalement, il y a beaucoup de choses, mais il y a quelque chose de très fort qui est le souci d'apporter des services sociaux à sa population, que ce soit la santé, l'éducation, l'eau ou toute forme de protection sociale, avec plus ou moins de réussite, mais c'est un point commun entre tous les pays de l'Union européenne. Aussi, nous attachons-nous, quand on travaille dans des pays différents, comme ici en Afrique, au Burkina Faso, à véhiculer ce message-là et à s'intéresser spécifiquement à la santé, mais pas que, dans le cadre de notre coopération. Monsieur Dipama, Monsieur Barbé parlait tantôt de la santé. Vous représentez le ministère de la Santé sur ce plateau. Nous avons vu à la conférence des bailleurs à Paris, où l'Union européenne a encore annoncé un appui général au gouvernement du Burkina Faso, mais dans cet appui général, il y a une part qui va être réservée à la santé. Est-ce qu'on peut déjà présenter ce plan national de développement sanitaire? Parce que je crois qu'en janvier, vous avez tenu une section de réflexion sur le PNDS. Mais je veux d'abord savoir, c'est quoi le plan de développement sanitaire? Okay, merci. Il faut dire que dans le ministère de la Santé, dans ces missions que le gouvernement lui a assignées, il y a en tout cas la production et la promotion de la santé en vue d'améliorer sensiblement l'état de santé des populations du Burkina. Et de ce fait, nous avons au niveau du ministère une politique sanitaire nationale qui a été révisée en 2010. Et c'est à l'issue de la révision de cette politique nationale que nous avons élaboré un instrument qui est le Plan national de développement sanitaire, qu'on appelle PNDS, pour la période 2011-2020. À ne pas confondre avec le PNDS. Voilà, à ne pas confondre avec le PN2ES, qui est le Plan national de développement économique et social. Ah oui. Voilà. Mais il faut dire que notre plan de développement sanitaire décennal, en tout cas, épouse, c'est-à-dire il s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre de ce PN2S-là, parce qu'à l'élaboration du PN2S, nous avons pris en compte ce qui était des priorités qui en réalité se retrouvaient dans notre plan national de développement économique et social, développement sanitaire en matière de santé. Vous retrouvez sur le même plateau que l'Union européenne, qui en partie est l'un des bailleurs aussi de ce programme. Comment est perçue évidemment l'aide de l'Union européenne au niveau du ministère? Alors, c'est vrai que vous le dites, dans la mise en œuvre de notre plan de développement sanitaire, il y a bien sûr l'appui financier de l'État, mais il y a aussi les autres partenaires au développement, dont l'Union européenne. Et il faut dire que bien avant, dans le cadre de ce plan de développement sanitaire, nous avons
En tout cas, nous avons bénéficié de l'appui consistant de l'Union européenne depuis pratiquement la période de 2013, où nous avions mis en place un devis programme 1 qui était financé sur le 10e FED, le Fonds européen de développement, et qui va se terminer bien sûr pratiquement en juin 2017. Et nous allons enchaîner avec un autre devis programme, ce qu'on a appelé le programme d'appui à la politique sanitaire. Et cette deuxième phase-là va démarrer en juillet 2017. Et c'est toujours avec l'accompagnement du ministère, enfin du gouvernement de l'Union européenne. Cet accompagnement de l'Union européenne, M. Barbé, je reviens à vous. Et on nous a soufflé qu'à l'Union européenne, il y a 5 pays. Ah, c'est un petit truc qui vient d'apparaître dans la façon de présenter notre coopération. Ouais. On a regroupé un peu l'ensemble des éléments de notre coopération autour de 5 pays. Alors ils sont en anglais, mais les traductions françaises sont assez faciles. Le premier, c'est la prospérité, c'est-à-dire tout ce qui va aider un pays à développer son économie et son emploi et faire en sorte qu'il y ait à la fois de la valeur ajoutée, du travail, une économie, transformation des biens au profit de la richesse nationale. Le second, c'est la planète, et il témoigne du souci commun que nous avons des questions d'environnement. Le troisième, c'est la paix. Nous sommes toujours avec des mots en paix, pour l'instant en français et en anglais. Ouais. La paix, de telle sorte que nous essayons de contribuer, là où c'est possible, avec les moyens du développement, à la paix dans des pays qui sont exposés à des conflits. Le quatrième, c'est le partenariat. Et là, nous faisons en sorte que nous travaillons le mieux possible au profit de nos partenaires gouvernementaux, mais aussi de la vie de la société civile. Et le cinquième, celui qui nous concerne aujourd'hui, ce qu'on appelle people, ça veut dire le peuple, les gens, les hommes. Et c'est là que la santé s'inscrit. Mais elle n'y est pas seule. Nous travaillons sur la coopération en matière d'éducation, pour une éducation de qualité et universelle. Nous essayons de travailler aussi sur les questions de nutrition, de telle sorte que tout enfant dispose d'un capital nutritionnel suffisant. Nous essayons de travailler également avec les gouvernements sur les questions d'inégalité, inégalité de revenus, mais aussi inégalité d'accès à tous les services sociaux. Nous essayons de travailler sur les questions de protection sociale et surtout, et c'est là notre journée, on travaille sur les questions de santé, tous divers aspects, mais l'idée générale est que tout un chacun, pauvre, marginal, perdu, femme, enfant, ait accès à des services de santé de manière équitable, de telle sorte que les bienfaits de tout ce que l'offre de soins puisse se distribuer à tout le monde. À tout le monde. Monsieur Dipama, est-ce que vous vous retrouvez évidemment dans ce 5e P? Oui, tout à fait, parce que un des objectifs que poursuit le ministère de la Santé, c'est améliorer l'état de santé de la mère et de l'enfant. Et dans la description de M. Barbé, vous avez vu qu'il y a une part importante concernant la santé de la mère et de l'enfant, à travers bien sûr les prestations de soins de santé, mais aussi à travers la fourniture d'offres en matière de nutrition, permettant vraiment un équilibre et un bon développement de l'enfant. Donc, en tout cas, nous le trouvons très parfait. Très parfaitement. Ouais. Vous êtes retrouvés entre partenaires, ministère de la Santé, partenaire l'Union européenne, je crois que c'était le 26 janvier, pour un atelier de plaidoirie qui décrivait évidemment les grands axes du PNDS. Je vais vous inviter à suivre d'abord cet élément de Annick Rachel Kandolo, avant qu'on ne revienne sur le plateau pour en parler. Plus de 80 millions d'euros, soit 55 milliards de francs CFA.
C'est le montant de l'appui dont bénéficie le secteur de la santé burkinabé de la part de l'Union européenne. Un accompagnement surtout budgétaire pour la mise en œuvre du PNDS, le Programme national de développement sanitaire 2011-2020 en général, et sur certains de ses aspects spécifiques. Nous sommes particulièrement attentifs à la distribution des personnels soignants à l'intérieur du pays et non seulement dans les grandes villes. Nous sommes particulièrement attentifs à la poursuite de l'accès aux soins, notamment par la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, et par la mise en place de l'assurance maladie universelle. Nous sommes particulièrement attentifs également à la mise en place d'unités chirurgicales dans un certain nombre de districts de centres de santé qui n'en disposaient pas. Nous sommes également attentifs à l'amélioration de l'approvisionnement des médicaments et notamment par la diminution des dettes de la CAMEL. Et nous sommes également attentifs à la mise en place de la capacité au sein du ministère de traiter les malnutritions aiguës sévères et notamment par la mise en place d'aliments thérapeutiques. Autant d'aspects bien en phase avec les ambitions du Programme national de développement économique et social du gouvernement. Grâce au financement de l'Union européenne, actuellement, nous arrivons à couvrir la gratuité des soins offerts aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans dans le district de Sérénéga et dans d'autres districts du pays. Alors donc, ce financement va en droite ligne avec notre Programme national de développement qui n'est qu'une continuité, une partie de ce programme-là est une continuité des actions qui ont été déjà entreprises au cours de l'année 2016. En matière de renforcement du système de santé, toujours, l'Union européenne est disposée à nous appuyer dans le domaine de la recherche pour avoir des évidences, pour mettre en place des actions basées sur des preuves. Et je pense que c'est quand même un maillon faible de notre système de santé qui fait que certaines actions sont prises sans qu'il y ait des évidences scientifiques qui prouvent que la mise en place de ces actions-là vont renforcer le système de santé, améliorer la santé des populations. Et ça, c'est un aspect très important sur lequel l'Union européenne est disposée à nous accompagner. Un appui déjà opérationnel donc, et dès juin 2017, une première tranche de l'appui budgétaire de 18 millions d'euros sera décaissée et il en sera ainsi pour les 4 prochaines années. Ça devrait permettre au gouvernement effectivement de s'approprier toutes ces réformes qui sont décrites aujourd'hui et de les mettre en œuvre, disons, à leur niveau. De l'autre côté, donc, il y a des réformes qu'on a sur le dispositif de mise en œuvre de PNDS qui doivent être soutenues directement de façon concrète. Et donc on a ce qu'on appelle un DIVI programme qui va offrir le financement. Dans le cadre du contrat d'assistance technique, il y aura des moyens disponibles pour soutenir ces activités. Mais donc le changement qu'on voudrait introduire, c'est qu'au lieu de recourir systématiquement à des ateliers, des séminaires, d'encourager des agents d'un comité à produire un travail qui est mis en commun entre eux et qui donc bénéficie de rétribution pour arriver à ces livrables. Et pour veiller à la bonne mise en œuvre de cet appui, l'Union européenne mettra à contribution la société civile par des actions de veille. Une veille communautaire qui doit avoir un regard sur la qualité de l'offre de soins, mais aussi voir est-ce qu'il n'y a pas de groupes vulnérables qui ne bénéficient pas de gratuité ou de services de santé qui quelque part sont exclus. Hein, ça peut être des handicapés, de certains groupes ethniques ou autres qui n'ont pas vraiment l'accès qu'il faut. Et donc ça fait partie aussi de l'observation de cette société civile. Des instituts de recherche seront également sollicités pour identifier et jauger l'efficacité des mécanismes sanitaires. À tout ceci s'ajoute une auto-évaluation du ministère de la Santé entre janvier et février de chaque année. On vient de suivre un élément qui a été réalisé pendant évidemment cette journée de plaidoirie. On a vu M. Barbier d'ailleurs qui expliquait un peu la politique de l'Union européenne. Vous, en tant que représentant du ministère, quelles ont été les conclusions véritables de cet atelier? Est-ce qu'on peut s'attendre à une issue parfaite? Ok, merci. Je crois qu'il faut dire d'abord que
Comme je l'avais dit, le plan national de développement sanitaire 2011-2020 a été révisé en 2015 et nous avons réécrit, j'allais dire révisé, pour tenir compte du PN2S et bien sûr du budget programme, parce que vous savez que depuis, à partir de 2017, tous les ministères devraient rentrer dans la dynamique du budget programme. Et la révision de à mi-parcours de notre plan de développement sanitaire devait prendre en compte ces deux référentiels nationaux très importants. Et c'est ainsi que dans la deuxième phase, tenant compte bien sûr de la mise en œuvre du PN2S qui s'imposait à nous en tant qu'instrument national, nous avons réadapté le dispositif de mise en œuvre en fonction de ce contexte-là de mise en œuvre du PN2S. Et l'objet de cette rencontre avec les partenaires, c'était d'abord pour présenter ce dispositif-là nouveau que nous entendons mettre en place avec bien sûr un cadre sectoriel de dialogue au niveau du secteur de planification qui comprend la santé, l'action sociale, enfin du moins le ministère de la Femme et le ministère de l'Agriculture. Donc c'est un nouveau cadre. On peut dire que c'est un programme de réforme totale du ministère de la Santé. Voilà. Est-ce que, je le dis, je n'ai pas compris en fait ma réponse à votre question, à ma réponse que j'attendais. Je vais la poser autrement. Est-ce que vous pouvez éclairer davantage en fait ceux qui nous écoutent là, qui nous regardent, sur véritablement cette réforme? Comment ça va se situer et qu'est-ce qu'on peut s'y attendre? Ok, j'en venais. Bon, il faut dire que cette réforme, comme je l'avais dit, s'inscrit dans la mise en œuvre du PN2S. Et nous avons, comme j'ai dit, adapté le dispositif qui, du reste, est déjà défini par le gouvernement à travers les cadres sectoriels du dialogue. Bon, désormais, le cadre sectoriel du dialogue du secteur santé comprend maintenant la santé, le ministère de la Femme et le ministère de l'Agriculture. Et donc, ce nouveau dispositif devait être revu et réaménagé pour tenir compte de cette nouvelle donne organisationnelle. Et deuxièmement, nous avons les groupes thématiques qui doivent soutenir le cadre sectoriel. Alors, nous en avions 6. On les a réduits à 3 pour tenir compte du budget programme. Et bien sûr, on a défini aussi des équipes de travail que nous avons appelées équipes fonctionnelles. Et c'est des équipes techniques qui devraient apporter, en tout cas, une définition beaucoup plus claire, donner un contenu aux priorités que le cadre sectoriel devrait définir. Autrement dit, si le cadre sectoriel définit une priorité, c'est aux équipes techniques de le traduire en termes opérationnels et maintenant pour que le groupe thématique le porte au niveau du cadre sectoriel du dialogue. Pour permettre au 5e P de l'Union européenne d'intervenir. Ce que j'ai apprécié, M. Barbet, c'est que vous parlez de travailler avec. En aucun cas, vous nous dites nous travaillons pour. Pour aussi, mais avec toujours. Je voudrais rebondir un petit peu sur la politique nationale de santé. Nous la jugeons très performante. Compte tenu des moyens qui lui sont alloués, nous avons pu constater que des améliorations vraiment très nettes avec les années, une très très bonne couverture vaccinale par exemple, et désormais une politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et accouchantes et pour les enfants de moins de 5 ans, qui a été mis en place de façon rapide et spectaculaire avec des résultats très importants. Nous apprécions également l'effort déployé pour prévenir et traiter les questions de malnutrition. Nous apprécions également les éléments qui permettent de couvrir le pays en
en établissement de soins capable de délivrer ça et là une offre chirurgicale. Ça va être le sujet véritable de notre deuxième... Alors, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire que compte tenu de ces éléments très positifs, nous avons, et de la façon dont c'est conduit, et je pense que M. Dipama vient de décrire à quel point le processus était construit et réfléchi, nous avons décidé d'apporter notre appui sous forme d'une aide budgétaire. Ça va au-delà des devis programmes dont il était question. C'est une aide d'un certain nombre de milliards, je pense que c'est environ 12 milliards par an, qui est délivrée au niveau du ministère des Finances, qui est une ressource supplémentaire pour le pays, à charge pour le ministère des Finances d'équilibrer les budgets du ministère de la Santé, et à charge pour le ministère de la Santé de réaliser un certain nombre d'objectifs pour que les fonds puissent être débloqués. Et ces objectifs concernent, on l'a déjà un petit peu dit, les questions de la gratuité des soins, les questions de la qualité des soins, les questions d'avoir des intrants, d'avoir des aliments thérapeutiques pour les enfants malnutris, et un certain nombre d'éléments qui permettent une véritable couverture sanitaire du pays. L'objectif étant que les populations, même les plus éloignées, aient accès à un service de qualité. Vous avez parlé ici de l'aide budgétaire, et je suppose on entend beaucoup parler de l'appui budgétaire de l'Union européenne, appui institutionnel de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut faire une différence entre ça? Alors, l'aide budgétaire, c'est de l'argent confié au gouvernement pour qu'il réalise sa politique et son budget, avec son budget. C'est-à-dire qu'au moment où le ministère de la Santé discute avec le Parlement, le ministère des Finances, etc., il a une politique, elle se traduit dans son budget, et c'est ça qu'il réalise. L'avantage de l'aide budgétaire, c'est qu'elle met le point de responsabilité entre les mains des autorités nationales. Et du point de vue européen, on nous dit toujours pourquoi vous donnez de l'argent comme ça. Non, l'argent est transféré une fois que les objectifs sont atteints. Donc c'est quelque chose qui, à la fois vis-à-vis de nos maîtres européens qui confient l'argent et vis-à-vis des autorités locales, place la responsabilité là où elle est, et les fonds sont transférés quand les actions sont réalisées, quand les objectifs sont atteints. Et dans l'ensemble, au Burkina, c'est le cas. Dans cet appui budgétaire, on parle aussi de la facilité à l'accès d'eau potable dans nos... Alors, l'appui budgétaire, c'est un instrument qui appuie les politiques nationales et le dialogue de politique entre l'Union européenne et les autorités nationales. Et elle est déclinée dans plusieurs secteurs, dans la sécurité alimentaire, parce que le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, avec le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, sur l'eau et l'assainissement, et le principal sur la santé. Il y a encore d'autres aides budgétaires sur d'autres éléments, mais ça, ce sont les plus... C'est ceux qui répondent au secteur du peuple et gens, pour les hommes et les femmes qui ont besoin de services sociaux et de base. Comment l'Union européenne compte vraiment faciliter l'accès à l'eau potable? Qui dit santé parle véritablement de aussi avoir l'accès à l'eau potable. Est-ce qu'il y a un mécanisme? Alors, il y a plusieurs mécanismes, mais le plus normal dans notre cas, c'est d'accompagner le ministère pour l'établissement de nouveaux points d'eau dans le pays et accompagner la société civile pour des actions d'assainissement, c'est-à-dire de prise en compte des déchets dans le pays rural. Alors autrefois, nous avions beaucoup travaillé avec l'ONEA, qui a fait beaucoup pour améliorer les conditions d'accès à l'eau et l'assainissement en ville, mais aujourd'hui, les besoins sont ailleurs, et donc nous travaillons avec le ministère là-dessus. Monsieur Dipama, comment, on a déjà dit que le ministère véritablement apprécie cette action de l'Union européenne. Est-ce que vous avez aussi un message à l'endroit, évidemment, des Burkinabés qui nous écoutent? Ok, bon, avant ce message, c'est dire que nous apprécions positivement le ministère de la Santé, nous apprécions ce partenariat avec l'Union européenne qui
qui, au-delà de la santé, aborde d'autres aspects. On l'a dit tout de suite, la nutrition, l'eau potable, l'assainissement, qui sont des mesures d'accompagnement, qui sont, j'allais dire, des déterminants essentiels de la santé. Et je pense que à travers cet appui que nous avons du ministère, enfin, ou de l'Union européenne, il y a beaucoup de perspectives pour davantage améliorer l'état de santé des populations. Il est prévu dans la seconde phase des actions d'investissement pour les hôpitaux, pour les centres médicaux avec antenne chirurgicale, et également pour les questions du personnel, pour comment retenir le personnel. C'est autant de problématiques et de préoccupations que cet appui va permettre de résoudre. Et cela va certainement accroître l'offre de santé. Donc c'est souhaiter que les populations à leur tour puissent vraiment, j'allais dire, fréquenter ces formations sanitaires, qu'ils considèrent les messages qui vont être véhiculés en termes de santé pour que les partenaires qui nous accompagnent puissent aussi voir le bénéfice de leur accompagnement. On a beaucoup de partenaires, mais si la population n'adhère pas, si on n'a pas un soutien vraiment de cette population qui du reste est la première bénéficiaire, je crois qu'on ne fait pas honneur aux partenaires qui nous appuient. Donc l'amélioration de l'état de santé incombe à tout le monde et ça sera, je crois, une des satisfactions de ce partenariat entre l'Union européenne et le Burkina, notamment le ministère de la Santé, et entre le ministère de la Santé et les autres partenaires. Et aussi le tout de bonheur serait pour la population. Tout à fait. Le 5e pays de l'Union européenne. En tout cas, merci à M. Dipama. Je rappelle que vous êtes docteur Sylvain Dipama, directeur général des études statistiques et sectorielles du ministère de la Santé. Vous étiez à cette première partie d'une émission qui dure 31 heures, et M. Barbé Thierry, chef de coopération de la délégation de l'Union européenne. Merci à vous de nous avoir entretenus sur les différentes politiques que mènent et l'Union européenne et le ministère de la Santé, mais aussi ensemble et avec. Merci. Merci et on se retrouve sans doute prochainement pour d'autres numéros. Merci de nous rejoindre. Si vous venez juste de nous rejoindre, évidemment, sur cette émission, nous sommes à la deuxième partie où je reçois pour vous le Dr Bart Kalwart, gestionnaire programme santé de la délégation de l'Union européenne. Bonsoir. Bonsoir. Et Dr Fanta Sedogo, chargé de programme santé et protection sociale de la délégation de l'Union européenne. On parle là de gestionnaire santé, on parle de programme santé-protection. Est-ce que vous pouvez me définir déjà qu'est-ce qui différencie vous deux dans votre mission? Je commence par Dr Fanta. Bonsoir, merci. Il faut dire qu'au niveau de la délégation de l'Union européenne, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs secteurs en fait qui sont couverts. Et donc on a le secteur spécifique de la santé, où Dr Bart et moi travaillons, et il y a aussi le secteur de la protection sociale. Okay. Et je m'occupe, je vais dire, de cet aspect-là. Et M. Bart? Oui, donc vous êtes en perpétuelle collaboration. Oui, effectivement, c'est une complémentarité dans le sens que, effectivement, moi je m'occupe beaucoup plus des aspects financiers du système de santé. Fanta s'occupe beaucoup plus de l'aspect nutrition et voilà, des déterminants comme la protection sociale qui sont donc en fait qui ont un impact important sur le secteur de la santé. La première partie de notre émission, on parlait beaucoup de réformes, on parle beaucoup de la santé, de l'eau, de l'assainissement. Pour vous, quelle est la cause principale évidemment de la rareté des soins chez les enfants ou même chez les femmes? Ok, donc je crois que c'est une mesure qui a été instaurée à partir d'avril 2016. Et il faut dire qu'en 2016, on a enregistré plus de 10 000 patients qui ont bénéficié de cette gratuité. 10 millions de patients, dont 8 millions d'enfants. Et le budget de l'État a pour ça déboursé plus de 16 milliards de francs CFA en 2016. Voilà.
Est-ce qu'on peut déjà estimer certains impacts de cela? Évidemment, il y a plusieurs actions en même temps en cours, mais ce que j'ai remarqué, c'est que donc, au niveau de cas de paludisme grave, quand on compare les statistiques de 2015 et 2016, on a une chute de cas de paludisme grave de 80%. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais quand même, c'est quelque chose de remarquable qu'il faudrait expliquer. Est-ce qu'il y a un lien avec cette gratuité des soins? Donc, je parle de cas de paludisme grave des enfants de 0 à 5 ans. Oui, on parle aussi, on parle toujours de ce cas de gratuité des soins. Parce que on parle de gratuité des soins, on parle de l'approvisionnement des médicaments essentiels dont vous intervenez également. Je voudrais encore qu'on rentre dans ces détails-là. C'est avec vous, c'est quoi évidemment le programme essentiel que vous défendez? Voilà. Donc effectivement, quand on parle de gratuité des soins, le facteur le plus important pour les bénéficiaires, c'est qu'ils reçoivent des médicaments. Et donc, avec la crise de la CAMEC qui maintenant, on peut dire, levée, on a vu certaines diminutions de disponibilité de stock. Et donc, le ministère de la Santé est sur plusieurs réformes en même temps que nous soutenons, notamment de rentrer dans un système de régulation de médicaments, donc avec une autorité de régulation. Aussi, il faut que la CAMEC soit plus robuste, qu'elle soit plus retombée dans des crises, et qu'on doit revoir le statut pour que ça réponde mieux à son environnement. Il y a aussi certaines pharmacies, notamment celles de district, celles des hôpitaux, qu'il faut renforcer, aussi bien en infrastructure qu'en informatique et ainsi de suite. Il faut qu'on arrive à avoir un plateau où les districts et les pharmacies hospitalières peuvent commander en ligne les médicaments et éventuellement même choisir les différentes façons d'emballage, en blister. C'est une réflexion ou c'est déjà... Voilà. Donc toutes ces réformes sont soutenues par la Direction générale de la pharmacie de laboratoire et nous le soutenons par divers plaidoyers, pas directement financiers, mais c'est essentiellement dans le cadre du groupe de partenaires techniques et financiers, dans lequel on participe au sous-groupe médicaments, qu'on soutient effectivement le ministère de la Santé à aller en avant dans ce domaine. Est-ce que vous faites le constat sur le terrain que les choses marchent? Est-ce qu'il vous arrive à constater que ça marche sur le terrain? Bon, quand on visite un centre de santé, vous avez visité un centre de santé. Avant de répondre à cette question, je vais vous permettre de voir un élément. Nous avons suivi plusieurs cas de maladies, évidemment, dans un CSPS. Un CSPS où on a pu constater, évidemment, des cas de malades, des enfants malnutris, des femmes enceintes et des femmes qui viennent pour la planification familiale. Ce serait ma prochaine question pour vous. Alors, on va suivre cet élément et puis on revient sur ce plateau. La politique sanitaire du Burkina Faso a bénéficié du soutien de l'Union européenne à travers une aide budgétaire générale de 4,24 millions d'euros, soit 55 milliards de francs CFA, financée sur le 11e FED, Fonds européen de développement. Un soutien matérialisé en octobre dernier à Bruxelles à travers la signature de conventions de financement du PAPS, le programme d'appui à la politique sectorielle de santé, qui a pour objectif d'aider à la mise en œuvre de la politique sanitaire au plan national, ce qui a permis la mise en œuvre de la gratuité des soins au Burkina Faso en avril dernier. Un an après cette mise en œuvre, un des CSPS, Centre de santé et de promotion sociale, en l'occurrence celui de Tiguendalguin, localité située dans la commune rurale de Komsilga, enregistre un bilan satisfaisant. Selon l'infirmier chef de poste du CSPS, de la prise en charge des nourrissons atteints de malnutrition en passant par la prévention des infections à la planification familiale, on a pu observer une hausse du taux de fréquentation généralisée de la structure sanitaire.
Au titre de l'année 2016, jusqu'à ce jour, la formation sanitaire du CSPS de Tigandalgué n'a pas connu de rupture en médicaments. Nous menons encore la lutte contre la malnutrition. Nous menons des activités de consultation nourrissons sains en collaboration avec les 4 ASC du village. On a une courbe explicative des cas de consultation curative pour l'année 2016. Et donc voici la population totale de 10 003 avec une consultation reçue de 13 381. Mais quand on regarde les enfants de l'année 2000, ça devait être 1467 enfants que nous devons consulter. Et cela s'explique avec la gratuité qu'on a consulté 6 997 enfants. Le PAPS qui a pour objectif d'aider à la mise en place d'une couverture universelle de santé qui permette à l'ensemble de la population d'avoir accès à des soins de santé s'étend sur 4 ans. Et parlant de la qualité des soins, quelques usagers du CSPS de Tigandalgué se disent satisfaits des prestations sanitaires au sein de cette structure. Ce matin, je suis venue avec mon enfant qui souffrait de la diarrhée. On a reçu la consultation gratuite avec les médicaments gratuits. Je suis venue pour une consultation et je me suis rendu compte que je suis enceinte. La consultation a été gratuite pour moi, ainsi que les soins qui m'ont été prescrits. Pour la période 2017 à 2020, l'aide budgétaire de l'Union européenne au Burkina Faso va également s'étendre dans d'autres secteurs à travers les services sociaux de base tels que l'eau, l'assainissement et l'éducation. Vous venez de suivre un élément où nous sommes allés constater évidemment l'effectivité de tout ce que nous disons aujourd'hui sur le terrain et dans un CSPS. Sauf que je vais me retourner vers M. Barthes pour savoir, est-ce que, dans le cadre d'un CSPS, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une réforme ou une application qui marche sur l'étendue du territoire burkinabé? Il faut dire que donc, bientôt on va aller dans l'assurance maladie. Okay. Et donc, quelqu'un qui va te cotiser une partie de son salaire, disons 2%, 2,5% de son salaire, il s'attend que quand ils vont dans un CSPS, qu'il y a une qualité de soins. Voilà. Qu'il y a un bâtiment qui répond aux normes, qu'il y a l'équipement qui est propre, qui est à niveau, que le personnel qualifié est là, que le médicament soit en stock, que le personnel maîtrise les protocoles. Et pour tout cela, il faut qu'il y ait un soutien de l'équipe cadre de district. Okay. Il faut aussi qu'au niveau du ministère de la Santé, les investissements soient programmés à temps pour éviter qu'un centre médical n'a pas d'antenne chirurgicale et qu'effectivement, voilà, quelqu'un qui dit voilà, j'ai cotisé, il n'y a pas de chirurgie dans mon district, ainsi de suite. Donc tout ça, ça doit être appréhendé à l'avance. Et c'est pourquoi que dans le cadre de notre 11e fête, on va soutenir une dizaine de districts justement à mieux encadrer les centres de santé. Et on aimerait que cette démarche mobilise d'autres PTF, dont même Fonds mondial, Gavi et d'autres, mais aussi l'État, pour que, effectivement, face à un malade qui a cotisé pour une assurance maladie, qui a une satisfaction de l'offre de soins qu'on peut offrir. Voilà, donc c'est ça vraiment la démarche qu'on veut soutenir avec cette programme santé 11e fête. Docteur Sedebo, vous avez aussi remarqué qu'il y a aussi des femmes qui viennent pour la planification familiale. Selon vous, pourquoi faut-il sensibiliser évidemment sur la pratique de la planification familiale? Il faut dire que... En tant que femme d'abord. En tant que femme, en tant que médecin, oui. En fait, il faut dire que l'accès à la planification familiale, c'est une priorité parce que pouvoir espacer les naissances, c'est une question d'abord de santé de la mère, de santé de l'enfant, mais aussi une question de développement, je vais dire, social et économique. Dans notre contexte, il y a aussi un phénomène qui est assez, je vais dire, important parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de grossesses non désirées et avec des conséquences multiples, notamment l'abandon scolaire et des mères
des enfants qui deviennent des mères et qui ont pas mal de difficultés à s'insérer socialement. Ça, c'est une première question. Mais aussi, pouvoir espacer les naissances, comme je le disais, c'est une question économique, une question de développement économique et social. Une mère qui arrive à maîtriser le nombre d'enfants qu'elle voudrait avoir et à les avoir quand elle le veut, elle a la possibilité de travailler, de contribuer en tout cas au développement du pays. Est-ce que vous faites parfois le constat, je ne dirais pas dans une grande ville comme Ouagadougou, mais est-ce qu'il vous arrive d'aller véritablement voir nos sœurs qui sont à l'intérieur du Burkina Faso et visiblement causer avec ces femmes, mais comprendre d'ailleurs pourquoi parfois ce n'est pas perçu? Bien sûr. Disons que ces dernières années, on a constaté une amélioration de la couverture en planification familiale. On peut dire qu'actuellement, en 2016, on a à peu près à 34% de couverture et le taux de protection couple-année est de 24%. Mais il y a quand même un certain nombre de besoins, on va dire, non couverts en planification familiale. Ces besoins, ils peuvent être exprimés comme ils peuvent ne pas être exprimés. Et quand on se pose la question à quoi c'est dû, on se rend compte qu'il peut y avoir un problème au niveau de l'offre, au niveau de la qualité des soins, au niveau de l'accueil, mais aussi il y a pas mal en fait de barrières socio-culturelles qui font que la femme ou la jeune fille n'a pas accès forcément à la méthode de planification familiale dont elle a besoin et qu'elle désire. Et donc l'Union européenne est en train de préparer un programme qui va justement appuyer le gouvernement, la politique nationale de population, mais aussi la politique en matière d'accès à la planification familiale pour améliorer l'offre en matière de planification, mais aussi sensibiliser la population pour essayer on va dire, de briser ces barrières d'accès. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà connaître, je ne sais pas si c'est Bart qui me répond, la teneur de cette, de cette feuille de route qui arrive au niveau de l'Union européenne pour sensibiliser évidemment les femmes? On pense que ce programme il va commencer en 2018. Okay. Et donc on espère en tout cas avoir une couverture importante à l'échelle nationale. Il faut dire aussi qu'il y a un autre aspect qui nous tient à cœur, donc c'est la planification du postpartum. C'est-à-dire une femme qui vient d'accoucher, on devrait pouvoir lui proposer une méthode contraceptive pour retarder la prochaine grossesse. Ah bon? Comment ça se passe? Disons que pendant... Parce qu'il y a aussi des femmes qui veulent aller vite. Hein? Oui, il y a des femmes qui veulent aller vite, certes, mais il y a aussi l'intervalle, on va dire, intergénésique qui est une question de santé. Parce que la mère qui... Quel est l'intervalle conseillé selon vous? On ne peut pas donner un intervalle clair, mais par exemple, une femme qui a subi une césarienne, normalement, elle devrait attendre au moins 2 ans pour pouvoir permettre en fait de recouvrer complètement sa santé avant de pouvoir entamer une nouvelle grossesse. Et également, le développement de l'enfant, il faut un enfant il a besoin en fait qu'on puisse s'en occuper, toutes les questions de nutrition, d'allaitement et d'alimentation. Donc, ça demande à la mère de consacrer du temps. En plus, comme vous dites, nos mères, nos sœurs, elles ont d'autres activités champêtres, elles ont des activités économiques. Il faut s'occuper de toute la fratrie et de la famille. Et donc, il faut pouvoir raisonnablement être en mesure de planifier le nombre d'enfants et la période à laquelle on souhaite avoir ces enfants. Vous parlez de l'enfant, de mère, de maman. Vous protégez évidemment les mamans en les aidant à planifier. Parce que là aussi, il y a une question cruciale. On a encore remarqué dans le même CSPS des cas de malnutrition aiguë très sévère. Votre programme, votre mission, est-ce qu'il y a une part de gestion de la bonne alimentation chez les enfants? Oui, tout à fait. Et je vais revenir en fait encore en arrière pour dire que
La nutrition, c'est une question centrale, c'est un déterminant de la santé, c'est un déterminant du développement. Et les taux de malnutrition, ils sont assez importants. En 2015, à peu près 1/3 des enfants souffraient de malnutrition chronique. Et ça, la malnutrition chronique, elle se manifeste par une petite taille par rapport à l'âge. Et ce n'est pas que l'aspect physique qui compte, mais il y a également des conséquences, on va dire, assez importantes sur le développement psychologique de l'enfant, sur son développement intellectuel. Et il y a une petite corrélation entre le taux de redoublement et le retard de croissance. D'où l'importance justement de la nutrition chez la mère et chez l'enfant. Il y a une fenêtre qu'on appelle la fenêtre des 1000 jours, donc depuis le début de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de 2 ans. C'est une période très importante. Aussi bien, il faut que la maman elle soit bien nourrie, qu'elle n'ait pas de carence en micronutriments, mais également que l'enfant puisse bénéficier de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Et après les 6 mois-là, qu'on puisse introduire progressivement une alimentation diversifiée, riche en éléments, en micronutriments, en vitamines, en protéines, tout ce qui est important pour que l'enfant puisse bien grandir et être au maximum de ses capacités. Et donc là, c'est là l'importance en fait de pouvoir accompagner les mères à pouvoir assurer une alimentation correcte du nourrisson et du jeune enfant. Monsieur Dr Barth, comment on arrive à gérer tout ça au niveau de l'Union européenne? Oui, donc comme vous voyez, en fait, plusieurs secteurs se soutiennent mutuellement. Et vous avez parlé avec le Dr Barbet, qui est le chef de coopération, qui est justement la personne qui doit faire en sorte que tous ces secteurs se marchent en concert. On a des activités avec la société civile. C'est évident que quand on fait un contrat avec une ONG, il faut que tout ça soit constructif l'un sur l'autre, que ce soit des briques qui se complètent pour effectivement atteindre cet objectif social qu'on a résumé dans le Pay the People. Ouais. Voilà. Le 5e P. Voilà. Donc, effectivement, nous, en tant que chargés de programme, nous sommes dans nos bureaux, nous sommes dans nos secteurs, dans nos ministères respectifs, mais il y a besoin de collaboration. Okay. Et pour que ces différents secteurs se complètent et se voient régulièrement. C'est effectivement une nécessité pour que tout ça marche ensemble. La nécessité aussi pour Dr Sedoko, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces femmes, en tant que femme d'abord? Je commence toujours par ça. En tant que femme, oui. Et sur la protection des enfants, sur l'alimentation des enfants, sur la planification familiale, on en a dit beaucoup, mais nous sommes en train de conclure cette émission. Oui, il faut dire qu'il y a un besoin important en matière, je vais dire, d'abord d'éducation, parce que c'est un facteur important qui permet à la mère de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, de pouvoir être sensibilisée aux questions de nutrition, aux questions de planification familiale, aux questions d'emploi également et aux questions économiques. Et donc, c'est important en fait qu'on puisse déjà, je vais dire, inscrire les filles à l'école. Bien sûr, la question de l'éducation, elle est globale, mais il est important que les filles puissent rester également à l'école et pouvoir atteindre un niveau d'instruction suffisant pour pouvoir booster. Ouais, c'est important pour les... Donc, je crois qu'il y a du chemin. Hein. Vous devez faire le tour du Burkina Faso. Vous devez sortir désormais du bureau climatisé de l'Union européenne et puis... Ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui. Il faut renforcer, je crois. Dr Barth, est-ce que vous avez un message? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette émission et qu'il fallait évidemment évoquer? Bon, donc ce qu'il faut au niveau du secteur respectif, c'est de savoir choisir où on alloue son budget.
le budget du Burkina Faso, le budget de l'État, il est limité. Il y a beaucoup d'attentes de la population. Il y a besoin d'investissement, il y a besoin de médicaments gratuits, il y a besoin de personnel. Et à chaque fois, il faut choisir. Et en fait, nous soutiendrons en termes d'appui institutionnel au ministère de la Santé pour aider à peser tout cela. Et pour cela, on va faire des contrats avec des instituts de recherche qui vont aider le gouvernement à baser leurs décisions sur des données factuelles. Et donc, effectivement, mon message, c'est que qu'on réfléchit bien avant d'allouer des fonds et qu'on essaye de se baser sur des preuves qui montrent qu'est-ce qui marche pas. Merci. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau pour parler de la santé, de l'importance évidemment pour nos femmes, pour nos enfants, de se prendre en charge et aussi d'aller chercher une alimentation sainte et puis une santé de fer. On va espérer vous rencontrer une prochaine fois pour d'autres numéros. Et pour l'air, c'est la fin de ce numéro spécial consacré à la santé, à l'eau et à la politique générale de l'Union européenne ou aussi du ministère de la Santé. Rendez-vous un autre numéro sur l'actualité de l'Union européenne au Burkina Faso.